Le 5 février 2003, à Madrid, en Espagne, un jeune homme de 28 ans, Juan Carlos, attend son bus au petit matin, après sa nuit de travail en tant que nettoyeur d'aéroport. Il fait froid, le soleil ne s'est pas encore levé, et on peine donc à voir aux alentours, en dehors de ce que les éclairages nous montrent. Son bus est sur le point d'arriver. Il a à peine 2 minutes à attendre, quand une voiture s'approche de lui. Elle roule doucement, doucement au point de ralentir et de se garer sur le bas-côté de la route, près de l'arrêt de bus. Les phares l'aveuglent et il ne voit pas le conducteur sortir de son véhicule. Celui-ci s'approche de Juan, sort un objet de sa poche et le pointe dans sa direction. Il lui met instantanément une balle dans la tête. Le jeune homme s'écroule et une flaque de sang commence à se dessiner autour de lui. Avant de quitter la scène de crime, le tueur jette quelque chose au pied de la victime et s'enfuit. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série qui a créé une panique immense en Espagne au début des années 2000, et plus précisément à Madrid. Mais avant ça, il faut que je vous parle de ce que vivait Madrid au début des années 2000, donc entre 2002 et 2006. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en Espagne, il y a une recrudescence de règlements de compte ultra violents. Et ces règlements, ils sont liés soit au trafic de drogue, au blanchiment d'argent, notamment sur le marché de l'immobilier, et aussi aux bandes organisées étrangères, autrement dit les mafias. Et dites-vous juste, pour vous donner une idée, qu'à Madrid, entre 2002 et 2003, il y avait un meurtre toutes les 72 heures, ou 72 pour les Français, ce qui est énorme. Donc imaginez-vous quand même que tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui mourrait pour un règlement de compte. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, la police, elle était loin de chômer. Puis arrive la fameuse date du 5 février 2003. Cette date, il faut savoir qu'elle va marquer à la fois la police, les journalistes et la population espagnole. Le corps de Juan Carlos est découvert par le chauffeur de bus, qui contacte immédiatement les secours et la police. Une fois sur les lieux, les policiers vont délimiter la scène de crime et ils constatent plusieurs faits. Juan, il faut savoir qu'il a encore son portefeuille, donc ses papiers d'identité sont à l'intérieur et surtout, il a de l'argent. Donc si on l'a tué, c'est pas pour ce motif-là. À côté de lui, il y a un sac de sport Nike avec des affaires dedans, tout y est, rien n'a été volé. Et le deuxième fait important, c'est que Juan, il n'a pas le profil de quelqu'un qui pourrait tremper dans des histoires louches. Personne ne le soupçonnait de faire du trafic, de faire du blanchiment d'argent ou encore moins de faire partie d'un gang. Et de plus, le chauffeur qui a découvert son corps, qui le connaissait un petit peu, va dans le sens des policiers. En se disant que s'il a été assassiné, ce n'est pas pour un règlement de compte. Et la question qui se pose du coup, c'est quel est le mobile du crime ? Et ça, personne ne sait y répondre. Sur le lieu du crime, il y a quelque chose qui chiffonne les journalistes. Au pied de la victime se trouve une carte. L'as de coupe. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est tout simplement une carte qui provient d'un jeu de cartes espagnol. Comme il existe les cartes italiennes, les cartes allemandes, et nous, le plus connu, c'est le jeu de cartes français qui est international. Donc l'Espagne, elle a son propre jeu. Et cette carte, elle va intriguer énormément de personnes. Les médias vont même commencer à parler de ce meurtre et de la symbolique que peut avoir l'as de coupe. Alors il y en a certains qui disent qu'à l'endroit, l'as de coupe représente la fortune, et à l'envers, ça représente la perte de cette fortune. Et donc dès cette annonce, il y a toutes sortes de théories qui vont fuser de partout, en disant que finalement Juan c'était peut-être un mafieux, ou finalement il avait des problèmes d'argent. Bref, les gens racontent n'importe quoi pour se trouver intéressant. Mais en attendant, le tueur il est toujours dans la nature et on va pas avoir fini de parler de lui. Alors si je vous ai parlé du rythme de un meurtre tous les 3 jours à Madrid, c'est pour une bonne raison. À savoir que le 5 février 2003, ce jour-là, la police sera appelée pour 2 autres meurtres, en plus de celui de Juan Carlos. Il y a une fusillade qui éclate dans un bar d'Alcalá de Henares. La propriétaire du bar était en train de déjeuner avec son fils. Il regardait la télé. Il y a une cliente qui est entrée dans le bar, qui devait passer un appel téléphonique. Donc la propriétaire lui a indiqué le téléphone. Et quelques secondes plus tard, il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui rentre à son tour dans le bar. Il se dirige vers le bar et tire une première fois en direction de Miquel Sanchez, le fils de 18 ans de Teresa qui est la propriétaire du bar. Miquel, il est tué sur le coup. Teresa, elle est surprise par le coup de feu, elle comprend pas ce qui vient de se passer, et avant même de réaliser l'horreur, le tueur tire à nouveau dans sa direction et abat
la cliente qui était en train de téléphoner, Juana Lopez. Teresa, elle est prise de panique, elle commence à ramper derrière le comptoir pour tout simplement fuir le tueur. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui rentre dans votre bar sans aucune raison et qui commence à descendre absolument tous ceux qui se trouvent là. Mais le tueur, il se trouve déjà derrière elle au moment où elle rampe et lui tire à plusieurs reprises dans le dos. Elle sent que son corps il est en train de se vider de son sang, elle a terriblement mal, mais elle se fait passer pour morte. Ce qu'elle veut juste, c'est que le tueur s'en aille, chose qu'il fait. Mais avant de partir, il jette une carte, le 2 de coupe. La police, à ce moment-là, elle a affaire à 3 meurtres. 3 meurtres en moins de 24 heures. 3 meurtres signés de cartes espagnoles et 3 meurtres sans la preuve d'un moindre mobile. Il n'y a aucun lien entre les victimes et ça s'est passé à 2 endroits différents. Vous imaginez un peu le bordel. Là, la police, elle est dépassée. Et même les journalistes n'arrivent plus à suivre la rédaction des articles de presse. Maintenant, imaginez-vous, mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit à Madrid à ce moment-là. Vous écoutez les informations et on vous annonce qu'il y a eu 3 meurtres sur la même journée. Et que ce tueur, il cible des gens sans motif apparent. Tout ça en moins de 24 heures. Le 7 mars 2003, un couple se balade tranquillement près d'un bois de la capitale. Ils profitent du calme nocturne. Quelqu'un rejoint le chemin des 2 amoureux, pointe alors subitement une arme à feu en direction d'Eduardo et tire. Il recherche son arme, regarde la jeune femme choquée et terrorisée par cette scène violente qu'elle vient de vivre, mais sans savoir pourquoi, il l'épargne. Il jette une carte et fait demi-tour. Il s'enfuit. Par chance, Eduardo survivra à cette tentative de meurtre. Il sera hospitalisé et, heureusement pour lui, hors de danger quelques jours plus tard. Mais que veut le tueur ? Et qui est-il ? Ce sont les 2 questions que les Espagnols se posent actuellement. À ce moment-là, l'affaire, elle prend des proportions médiatiques énormes. Faut savoir que la police, elle est mise en échec. Elle n'a pas de réelle piste, elle n'avance pas en fait. Et il y a une espèce de psychose qui naît à Madrid. Les gens, ils veulent plus sortir, tout le monde est pris pour cible. Le tueur, il n'a pas de lieu défini, hormis que c'est la capitale, mais c'est super vague. Il tue à n'importe quelle heure. Et apparemment, il a une apparence qui ne prête pas à la méfiance. D'ailleurs, ces victimes ont toutes été surprises de la réaction du tueur. Car en fait, elles le voyaient pas venir. Les enquêteurs se demandent d'ailleurs s'il n'y a pas 2 tueurs, tellement les lieux sont différents, et le profil des victimes aussi. Bref, en fait, il n'y a rien qui va dans cette enquête, et l'engouement médiatique ne facilite absolument pas la tâche aux enquêteurs. Anaïd Castillo-Ruperti, la femme qui a été épargnée par le tueur, devient un témoin important dans l'enquête. Car en fait, elle a vu le tueur. Et elle va donc en faire un portrait robot. Donc l'homme, il est décrit comme étant quelqu'un de fin, qui mesure 1m80. Il a les cheveux en bataille, il porte un bouc et il a le teint basané. La police, elle a aussi l'idée de demander à Teresa Sanchez, la propriétaire du bar, de faire elle aussi un portrait robot du tueur. Et là, Teresa leur donne une description totalement différente de celle d'Anaïd. Celui de Teresa, il était jeune, il avait une vingtaine d'années, il était bien coiffé, il n'avait pas de barbe, il était habillé en survêtement et il portait des lunettes de soleil. Donc, on a affaire à 2 portraits robots totalement différents. Les enquêteurs se penchent donc sur l'hypothèse qu'il y a bel et bien 2 tueurs à Madrid. 10 jours plus tard, le 18 mars 2003, à Argenta del Rey, Monsieur et Madame Magda, qui sont un couple roumain, se baladent tranquillement en soirée. Ils profitent d'être réunis car Monsieur Magda travaille depuis plus d'1 an et demi en Espagne et sa femme a bloqué 15 jours pour pouvoir le rejoindre et passer un bon moment. Malheureusement pour eux, ils vont croiser le chemin du tueur au jeu de cartes et ils vont se faire tirer dessus. Le mari, il décède immédiatement et Madame Magda, elle, sera grièvement blessée et décédera 2 jours plus tard à l'hôpital. Le tueur, il va laisser derrière lui 2 cartes, le 3 et le 4 de coupe. L'assassinat de ces 2 personnes laisseront malheureusement 2 enfants orphelins, âgés de 10 et 14 ans. Et le plus horrible dans ces meurtres, en fait, c'est qu'il n'y a aucune logique, aucun motif. Juste, il sort et il tue pour le plaisir d'ôter la vie de certaines personnes, comme ça, gratuitement. Mais la police, elle va quand même faire une avancée dans l'enquête. La balistique, elle va étudier les douilles qu'ils retrouvent sur chaque scène de crime et constate qu'elles proviennent toutes d'une arme à feu, un Tokarev
TT-33 de calibre 7,62 mm. Et c'est une avancée conséquente pour plusieurs raisons. Il faut savoir que pour les règlements de compte qui sévissent en Espagne, à Madrid principalement, l'arme internationale, c'est un pistolet Parabellum de 9 mm. Or ici, le Tokarev, c'est une arme soviétique. Et il y a très peu de Tokarev en Espagne, car elles ont été fabriquées dans les années 30. Il y en a de moins en moins, et donc c'est très difficile de s'en procurer, sauf si vous êtes par exemple un collectionneur. Et surtout, la police, elle sait que ce n'est pas n'importe qui va utiliser cette arme. Ils vont donc se diriger vers un profil de quelqu'un qui est militaire et qui a sûrement fait un séjour à l'étranger, et qu'il aurait pu, durant ce séjour, se procurer cette arme. Autre fait important, c'est que comme toutes les douilles proviennent d'un Tokarev, il s'agit d'un seul et même tueur. Mais alors que les enquêteurs pensaient n'avoir que, entre guillemets, 4 scènes de crime, la balistique va les informer qu'il y a en fait une 5e scène de crime et qui s'avère être en fait la première du tueur. Et cette scène de crime, elle a eu lieu le 24 janvier 2003. Ce jour-là, à Madrid, à la rue Alonso Cano, un concierge nommé Francisco va être tué froidement d'une balle dans la nuque sous les yeux de son fils en bas âge. C'est sa femme qui découvre son corps quelques heures plus tard. Elle voit son mari qui est en train de baigner dans une mare de sang et son fils qui est sur une des chaises de la salle à manger. En fait, Francisco était en train de nourrir son fils quand il s'est fait descendre. À ce moment-là, les enquêteurs arrivent enfin à dresser un pseudo-portrait psychologique du tueur. C'est quelqu'un qui est sadique et qui se sent extrêmement seul. Et il parle aussi de frustration, ce qui l'amènerait à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Mais malgré ça, le tueur, il est toujours en liberté. Le 3 juillet 2003 à Madrid, la ville est habituée au rythme effervescent de l'été et ne se doute pas qu'aujourd'hui, une affaire qui a terrorisé toute la capitale depuis des mois va connaître un tournant décisif. Un tueur en série, surnommé par les médias le tueur au jeu de cartes, laisse derrière lui des corps et des cartes de jeu espagnoles comme signature macabre. 6 morts et 2 blessés. La police piétine, incapable d'identifier le meurtrier. Mais ce matin-là, un homme franchit le seuil du commissariat avec une démarche incertaine, presque hésitante. Il est ivre et surtout fatigué. Mais il détient un lourd secret. Cet homme s'appelle Alfredo Galán Santillo. Il entre. Les agents lèvent les yeux, intrigués par ce jeune homme visiblement perturbé, et il dit d'une voix tremblante qu'il est le tueur au jeu de cartes. Un silence pesant s'installe. Dans le commissariat, personne ne bouge. Ces mots, simples mais terrifiants, résonnent. C'est lui, le tueur au jeu de cartes. Les policiers notent chaque détail. Il décrit l'arme qu'il a utilisée, un Tokarev TT-33, rare, soviétique, qu'il avait en fait dissimulé dans un téléviseur pour la faire entrer en Espagne. Il raconte ses crimes avec un calme glaçant, comment il a laissé ses cartes derrière lui. Les policiers pensent au départ que l'homme souhaite juste se rendre intéressant, mais un détail va leur faire réaliser que c'est bel et bien le tueur qu'ils recherchent. Sur les cartes retrouvées sur la scène du crime, se trouve au centre de chacune un petit point marqué au feutre, détail qui n'avait pas été révélé dans les médias. En quelques heures, les enquêteurs relient tous les crimes, de sa première victime au dernier meurtre. Les cartes de jeu n'étaient pas qu'un jeu macabre, c'était devenu sa signature pour se moquer d'eux. Ce jour-là, le 3 juillet 2003, Madrid respire à nouveau, mais l'ombre du tueur au jeu de cartes restera dans les mémoires des habitants comme un rappel de la fragilité de la vie et de la ténacité des forces de l'ordre. En 2005 a lieu le procès d'Alfredo Galán. Il sera condamné à 142 ans et 3 mois de prison. Attention, les 3 mois sont apparemment super importants. Alors il faut savoir que durant son procès, il ne va exprimer aucun remords. Il sera d'un froid glaçant du début jusqu'à la fin. Donc à mon avis, la peine qu'il a reçue, c'est pour être sûr qu'il ne ressorte jamais de prison. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire et cette vidéo, en sachant que c'est une histoire malheureusement vraie, comme toutes les histoires que je raconte sur ma chaîne. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, j'ai une chaîne Twitch qui s'affiche juste ici. Je stream de temps en temps, vous pouvez aller voir sur Instagram, je mets mes plannings. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.